Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Cette semaine a encore été marquée par des mouvements de grève dans les transports, statut des cheminots, salaire chez Air France. Les revendications sont multiples, mais elles posent la question du modèle économique et du financement. Que ce soit pour le rail, pour les routes ou même les aéroports, l'État et les collectivités locales ont-ils encore les moyens de lancer des grands chantiers? C'est la question que nous posons cette semaine. Avec nous pour en débattre, trois invités. Raymond Vall, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PRG du Gers. Face à vous, Jean-Luc Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Haute-Garonne, Modem, majorité présidentielle. Enfin, le Conseil régional, également représenté avec vous, Gérard Onesta, bonjour. Bonjour. Élu Europe Écologie Les Verts, vous présidez donc au Conseil régional le bureau de l'Assemblée. Merci à vous. Alors, vous le savez, messieurs, c'est la tradition ici. Avant de vous entendre, on va écouter les citoyens. Quelles sont leurs attentes en matière de projets de transport? On écoute. D'après vous, la top priorité pour les transports? Pour ma part à moi, personnellement, je dirais une nouvelle ligne de métro. Des trams ou des métros, vraiment, je pense que c'est le futur. La ligne B du métro, quand elle est arrivée, on était vraiment très contents. Et là, vraiment, je pense que si elle était plus longue, ça aiderait. Qu'est-ce qui manque? En Ariège, peut-être un réseau de bus, un peu comme le réseau Tisséo, peut-être avec moins de dessertes, etc. Mais ouais, au niveau des transports en commun, je pense que des bus, ça pourrait être pas mal. Si c'est pour aller dans le Tarn, je prends la voiture. Le maillage ferroviaire, bon, c'est pas de grande qualité, quoi. Si vous allez par exemple à Auch... La ligne grande vitesse, le TGV, ah oui, Toulouse-Paris. Ah oui, c'est important, oui. Ça serait bien qu'on l'ait maintenant à Toulouse. Allez, une petite question d'actualité pour démarrer. Deux grèves donc ont perturbé nos transports cette semaine, en région et en France. Une nouvelle série de 2 jours à la SNCF, 2 jours également chez Air France, ça marche par paire. Pas de lien direct entre ces deux conflits, si ce n'est que ces secteurs sont désormais concernés par ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence. Alors messieurs, première question, le transport 100% public, est-ce que c'est encore valable ou viable, Gérard Onesta? Bon, déjà, je vous en veux, parce qu'il y a plus de 10 ans de ça, quand au Parlement européen, je m'escrimais à vous alerter sur le fait qu'il y avait des directives qui étaient en train de déréguler. Vous me disiez, oh oui, mais c'est pour dans 10 ans en France, on en reparlera à ce moment-là. On en parle, mais c'est trop tard. Dans le train, c'est le cas de le dire. Mais on vous a fait revenir. Oui, mais c'est le cas de le dire, le train est parti. Mais il faut s'adapter à une règle qui déconstruit les services publics, alors qu'il faudrait peut-être les construire, peut-être au niveau européen. Après tout, il y a bien une US postage, une poste aux États-Unis à l'échelle continentale. Plutôt que de se faire la guerre de services publics nationaux à services publics nationaux, on peut peut-être penser à un service public européen. Et là, la France aurait quelque chose à apporter au débat continental. Jean-Luc Laglaise, le transport 100% public, ça marche? Ça peut encore marcher? Ou alors il faut s'ouvrir? On n'a pas le choix. La question, c'est qu'aujourd'hui, la France consacre 14 milliards d'euros par an à la SNCF. Tous les ans, la dette augmente de 3 milliards par an. Il faut au moins se poser la question de comment faut-il faire pour résorber cette dette. Raymond Vall, le transport 100% public, ça reste un symbole du passé ou alors c'est toujours valable? Non, je crois que c'est toujours valable. Je pense qu'il faut l'adapter. Et c'est ce qui manque depuis une dizaine d'années. Et je pense que la réforme qui est aujourd'hui engagée n'a pas pour but de supprimer le transport public. Et je pense que... La réforme, alors vous pensez que réformer la SNCF, c'est une bonne chose? Oui. De toute façon, je présidais la commission d'aménagement du territoire en 2014. Et je dois reconnaître que nous avons reculé. Et donc aujourd'hui, on voit les conséquences, on voit ce déficit, on voit cette ouverture à la concurrence, certes, et on voit que dans certains domaines comme le fret, c'est une véritable catastrophe. Et on en parlera tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est une catastrophe parce que la SNCF n'a pas su gérer l'ouverture à la concurrence ou parce que l'ouverture à la concurrence a déstabilisé la SNCF? Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une politique qui nous a entraînés vers des grands travaux et qui ont négligé les grands travaux concernant bien sûr, puis la reculade sur la taxe, évidemment, poids lourd. On va en parler. Bon, je crois que tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en perspective, mais je pense qu'on peut avoir un service public de transport. Alors, on reste sur les rails, justement, avec le TGV. Voilà 10 jours, le Conseil d'État qui donne raison aux défenseurs d'une ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde, notamment d'Alain sur notre site internet. La LGV Bordeaux-Toulouse est un non-sens. Avec un budget 10 fois inférieur, il serait possible
d'aménager les lignes existantes et de gagner du temps. Alors, cette ligne TGV Toulouse-Bordeaux, une priorité ou pas, Jean-Luc Laglaise ? C'est une priorité dans une agglomération qui accueille 20 000 nouveaux habitants par an, de désenclaver. Les politiques précédentes ont laissé Toulouse s'enclaver totalement. Il faut complètement ouvrir Toulouse sur le monde. Il faut relier l'Atlantique à la Méditerranée au travers d'un réseau rapide. Nous n'avons que l'avion et quand les pilotes d'Air France font grève, nous n'avons plus aucun moyen de transport. Et il ne faut pas opposer les transports du quotidien, qu'on a vu dans votre sujet, avec la connexion de Toulouse avec le reste du monde. Des 14 milliards d'euros de dette de la SNCF, il y a quand même le coût de cette LGV. Est-ce qu'on peut se payer une LGV ? Il faudra qu'on trouve les moyens de se payer la LGV et il faut qu'on le trouve très rapidement. Sinon, ça veut dire que si la LGV arrive dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, je pense qu'on aura inventé la téléportation et il n'y aura plus besoin de la LGV. La téléportation ou l'hyperloop, peut-être. Gérard Onesta. Écoutez, ça fait 20 ans que je dis, et que nous disons, écologistes, qu'il faut effectivement se connecter au réseau grande vitesse, mais que derrière le mot grande vitesse, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Si on fait du 330 km/h à 9 milliards la ligne, je peux vous le dire, dans 30 ans, on en parlera encore parce qu'on n'a pas le premier copec. Si la grande vitesse, c'est la grande vitesse européenne de l'ordre de 230 km/h, ça ne coûte pas 10 fois moins cher, comme c'est dit par votre internaute, mais 3 fois moins cher, et là, on peut se le payer. On aurait commencé sur cette base-là, nous aurions déjà le TGV. Alors, réaménageons la ligne existante, créons une ligne nouvelle quand il faut, par exemple pour sortir de Toulouse, mais on change d'épure, on change de montant, et là, on peut le faire tout de suite. Et au passage, on a également de l'argent pour connecter Toulouse à Montpellier, parce que faire de Toulouse un terminus de RER de Paris, c'est pas une grande ambition pour le territoire. Vous, certains grands élus ne le font pas du fétichisme, ils veulent le TGV pour le TGV et ça aveugle un petit peu. Il y a un fantasme de « je vais plus vite que mon voisin », alors qu'on sait très bien que dans le cadre de la COP21, quand on va trop vite, on dépense beaucoup d'énergie, on détruit le climat. Et puis, de vous à moi, quel est l'énarque qui a dit qu'à partir de 3h10, on ne prendrait plus le TGV? C'est vrai que à 3 fois moins cher, ce sera peut-être 3h20, 3h30, mais les gens prendront un TGV qui existera, parce que les statistiques montrent que 100% des gens ne prennent pas un train qui n'existe pas. Les 3h20, c'est supportable, mais par contre, 4h30 comme maintenant, ce n'est pas supportable. Voilà, mais je vous propose une alternative à 3h20, 3h30 et qu'on aura dans 4 ou 5 ans. C'est finançable. J'ai interrogé la ministre sur le sujet et elle a déjà des idées de financement. Elle nous les a Mais la LGV à 330 km/h, c'est fini. Des engagements, il y a des engagements que j'ai obtenus il y a 15 jours en interrogeant directement la ministre. Des engagements sur le fléchage de fonds européens, puisque c'est une connexion européenne entre deux flux européens, et également des investissements innovants tels qu'il se produit pour la Société du Grand Paris. Mais c'est plus à 3h10, c'est 3h20, 3h30. On s'en contentera, je pense. On s'en contentera. Vu du Gers, cette LGV, est-ce qu'elle est indispensable, Raymond Barre ? Moi, je pense que oui. Si on prend un peu de recul et si on examine ce projet sous l'angle de l'aménagement du territoire européen et national. Aujourd'hui, on voit bien que Bordeaux-Sud, Toulouse-Nord et Montpellier-Perpignan sont entièrement saturés. Et donc, on voit bien les problèmes qui ont été évoqués par les citoyens. Les sillons manquent et l'ensemble du développement de la métropole pour laquelle nous, les territoires périurbains et ruraux, nous voulons avoir notre contribution en accueillant des populations, mais en apportant aussi des relations. Exemple, c'est la LGV qui vous permettra d'accueillir plus de gens. Oui, parce qu'on va libérer des sillons. On va libérer des sillons, c'est-à-dire des sillons, c'est-à-dire des possibilités de faire passer des RER ou du fret. Aujourd'hui, il y a un nombre de lignes capillaires qu'on appelle de part et d'autre de ce sillon Bordeaux-Toulouse qui ne peut pas accéder. On ne peut pas accéder sur ces sillons parce qu'il y a déjà une densité de circulation trop importante. Et si on y laisse le TGV, de toute façon, c'est adieu à toute possibilité de faire passer sur le fret des centaines et centaines de camions, des productions agricoles qui ne peuvent pas être délocalisées. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent on oppose la LGV et le TER ou le transport du quotidien. Les transports du quotidien ne peuvent pas être opposés à la LGV. La LGV sera le complément naturel des transports au quotidien, parce que justement en libérant ce sillon et en permettant que ce soit au nord de Toulouse, les aménagements ferroviaires du nord de Toulouse ou au sud de Bordeaux, ça permettra de mettre en place des RER. C'est pas rhétorique. Le gouvernement, par exemple, a dit, s'agissant des lignes secondaires, des TER, c'est les régions qui ont financé. Est-ce que la région Occitanie pourra financer LGV et TER? Alors, si les régions doivent financer le rail, il faudrait que le gouvernement finance les régions. Parce que c'est plus possible depuis des années de nous couper budget après budget. On nous a annoncé une grande révolution
girondine avec le nouveau président. Je n'ai pas vu plus jacobin depuis 20 ans sur le marché politique. Il reprend toutes les capacités fiscales des territoires, la taxe d'habitation jusque dans la plus petite commune, et ensuite on nous demande, à nous qui n'avons aucun moyen, qui vivons de la mendicité gouvernementale, de faire ce que l'État ne fait pas. Il y a un problème. Oui, ceci dit, les régions ont fait de gros efforts sur le matériel roulant qu'on n'a pas pu optimiser. Parce que justement, on n'a pas ces sillons, on n'a pas des voies ferrées en état. Donc moi, je crois que c'est un faux débat. On a mis de l'argent, mais on ne dessert pas tout exactement, le monde. on a mis de l'argent, et puis les trains ne sont pas là, n'arrivent pas à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on ne peut pas concevoir qu'à raison de 10 000 ou 20 000 habitants par an, on continue à agglutiner des populations concentrées dans cette métropole, alors qu'il y a la possibilité de répartir cette métropolisation et d'en faire profiter l'ensemble d'un territoire, sans parler de la plaque tournante que constitue Toulouse par rapport à l'Europe. On n'est pas seul au monde. On a aussi cette possibilité de pouvoir rester dans ce réseau, comme l'a dit mon collègue, européen, à une vitesse qui est celle de la modernité. Et du coup, on pourrait se connecter de Auch directement à Agen pour prendre justement cette ligne à grande vitesse, sans passer par Toulouse, pour aller à Bordeaux. Vous voyez l'aberration du système actuel. Alors, on va voir justement qu'on n'est pas connecté encore directement entre Toulouse et Auch, par exemple. On le sait, un des modes de transport les plus importants ici, le premier même, c'est la voiture dans notre région. A-t-on encore les moyens de financer des axes structurants, comme par exemple la RN 124 entre Toulouse et le Gers? Réponse avec Juliette Meurin et Éric Korovitz. Les camions de Laurent Grassat sillonnent chaque jour les routes du sud-ouest. Pour ce transporteur, le trajet entre Auch et Toulouse représente le plus gros point noir. Une perte de temps due à l'absence de 2 fois 2 voies sur une portion de la RN 124 très fréquentée par différents types de véhicules. On croise un convoi, c'est l'exemple type, on le croise, c'est très bien, on est derrière, et bien on est derrière lui pas jusqu'à Toulouse puisqu'il y a la 2 fois 2 voies, mais on ne pourra pas le doubler tant qu'on n'aura pas de 2 fois 2 voies. On gagnerait facilement un quart d'heure, 20 minutes à chaque trajet, donc peut-être davantage si on tombe aux heures de pointe, ce qui dirait à peu près une petite heure dans la journée, quoi. On en parlait depuis 15 ans, mais cette fois c'est officiel. Le projet de déviation avance dans le cadre du 11e contrat de plan État-région. Les travaux commenceront début 96, présentation. Les retards de travaux sur la RN 124 font l'objet de reportages depuis déjà plus de 20 ans. La route nationale qui relie Auch à Toulouse a été modernisée en plusieurs fois. On peut désormais circuler sur 2 voies entre Toulouse et Pujaudran et entre Aubiette et Auch. Mais on attend toujours les travaux pour une portion de 18 km entre l'île Jourdain et Gimont. Un handicap pour de nombreuses entreprises gersoises, comme cette société qui livre chaque semaine 20 000 pizzas dans des magasins bio un peu partout en France. Et on aimerait bien que ça se termine assez rapidement, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est dans le Gers, et elle est toujours en construction. Les voies de communication, que ce soit fluide, parce qu'on est un peu enclavé un petit peu dans le Gers. Il faut 1h30 pour aller à Agen. Pour aller à Toulouse, si le soir, la nuit, ça va, mais la journée, c'est terrible. Aux heures de pointe, certains secteurs comme Gimont sont très vite saturés. Un enfer pour les habitants, un inconvénient de taille pour attirer de nouvelles entreprises dans le Gers. Une entreprise, ça génère des flux. La plupart des flux aujourd'hui, c'est par la route, dans les 2 sens. Donc aujourd'hui, venir s'installer dans un département ou dans un endroit, une zone qui est mal desservie, c'est de toute façon commencer avec un handicap. À Gimont, des ponts ont été construits pour le contournement de la ville. Mais ils ne mènent nulle part. L'argent promis par l'État est débloqué au compte-gouttes. Au rythme où vont les choses, évidemment que le contournement de Gimont ne sera pas terminé en 2020. Il faudra 2, 3, 4, 5 ans de plus pour le terminer. Et ça retardera d'autant le début du chantier pour terminer la liaison donc, entre Gimont et l'île Jourdain. Donc on est dans un rythme qui n'est absolument pas conforme à ce qui était prévu initialement dans le contrat de plan État-région actuel. L'heure est aux économies, mais le retard dans le financement des routes nationales pèse, semble-t-il, depuis trop longtemps sur le développement de ce petit département rural. Alors justement, pour en revenir à cet axe routier Toulouse-Auch, voyez ce que coûte le contournement de Gimont. 95 millions d'euros répartis de la manière suivante, 45% pour l'État, 32% pour la région et 23% pour le département. Alors Jean-Luc Laglaise, les collectivités locales ont-elles encore les moyens concrets de financer ces chantiers, ou est-ce que c'est à l'État de reprendre la main ?
c'est à l'État de prendre la main avec les collectivités locales. Et l'État va prendre la main dans le cadre du plan pluriannuel que va présenter Elisabeth Borne au deuxième semestre 2018. Ça va être un plan pluriannuel jusqu'à la fin du quinquennat, en mettant en place un certain nombre de priorités. Donc ce plan va être présenté à l'Assemblée et au Sénat, de manière à ce qu'il soit amendé, ajusté. On a une idée du volume à peu près en milliards. On n'a pas encore une idée du volume. Voilà. On n'a pas une idée du volume, mais des routes comme celle qui nous amène à Auch seront bien évidemment étudiées. Mon sujet, il est plutôt sur le nord-est toulousain, parce que par exemple, des communes comme Buzet ou Bessières, qui paraissent tout près de Toulouse, elles sont quasiment aussi loin en termes de temps que celles de Auch. Parce qu'il est impossible de circuler, on est effectivement trop près. Donc là, mon travail, il est de mettre autour de la table toutes les autorités organisatrices. C'est bien sûr le préfet au titre de l'État, mais c'est également le TCO, c'est également le département, et également la région. La région. Alors la région, elle a les moyens, Gérard Onesta, ou pas? Non, elle vit... On le voit, les crédits sont délivrés au compte-gouttes, nous disait-on dans le reportage. Et elle ne peut pas lever l'impôt. Contrairement à d'autres collectivités que quand elles ont des projets, elles lèvent l'impôt, la région vit du bon vouloir gouvernemental qui, pour l'instant, est extrêmement chiche. Mais dans votre reportage, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on continue à faire passer des camions dans des agglomérations, ce qui est extrêmement accidentogène, donc ce n'est pas normal. Il n'est pas normal non plus qu'on soit dans une politique du tout camion depuis des décennies dans notre pays, alors que le fret est en déshérence, donc il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Et puis avant de parler de dépenses, commençons à parler de recettes. Si on veut vraiment lancer des nouvelles infrastructures de transport, routières ou ferroviaires ou autre chose, il faut peut-être se poser la question du retour d'une écotaxe pour faire payer les pollueurs, ou arrêter de donner des rentes à vie comme les sociétés autoroutières, ce qui est un scandale public. On va y venir, Alors la ministre des Transports, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, a évoqué une contribution des poids lourds pour financer les infrastructures de transport. Est-ce que c'est le retour de l'écotaxe, d'après vous? En tout cas, moi, je le souhaite. Je l'ai voté au moment où elle a été mise en place et donc je souhaite qu'il y ait une contribution. C'est compatible avec la réglementation européenne. Gérard Onesta, vous étiez vice-président du Parlement européen. L'Europe permet une fiscalité différentielle comme cela sur les camions uniquement en France. C'est possible? Non, il faudra que tout le monde paye. Et franchement, la route est détériorée de la même façon si c'est un bon camion de chez nous ou un vilain camion étranger. Donc il est normal, la pollution... Les particules que vous respirez, qu'elles soient crachées par un pot catalytique occitan ou par un pot catalytique portugais, elles font les mêmes dégâts en vous et dans l'atmosphère. Donc la taxation doit être uniforme. Et au passage, regardez comment fonctionne notre République. Vote unanime à l'Assemblée et au Sénat pour mettre en place cette écotaxe. Il a suffi d'un tweet d'une ministre qui depuis maintenant protège l'épaule pour que la République s'arrête et qu'on annule tout et que ça coûte des milliards ensuite de contribuables pour rembourser les entreprises. C'est un vrai scandale d'État, encore un. Raymond Vol, vous avez dit tout à l'heure, on a reculé par rapport à la SNCF et par rapport à l'écotaxe aussi, finalement. Bien sûr, ça a coûté 1 milliard. La reprise de la société qui avait été retenue, ça a coûté 1 milliard. C'est quoi, dans la compétence politique, le poids des lobbies? Non, c'était une période préélectorale. Voilà, donc il faut avoir la compétence politique, bien sûr. Et puis alors, vous avez souligné l'injustice. Moi, je suis fatigué de ce combat de la réalité. Regardez ce que représente pour un département comme le Gers la contribution pour avoir 80 km de 2 fois 2 voies. Est-ce que c'est normal alors que c'est de la compétence de l'État qu'on en soit là? Alors c'est pas dans les derniers 12 mois. Ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est un véritable scandale. Il faut que l'État, en quelque sorte, reprenne son rôle qui, en quête, est celui d'une certaine justice d'aménagement du territoire. Vous aurez le courage d'imposer cette nouvelle forme d'écotaxe, Jean-Luc Laglaise? Oui, ça sera dans le projet de loi qu'a présenté Elisabeth Borne. Oui, effectivement, les gouvernements précédents, quels qu'ils soient, de quelque couleur qu'ils soient, ont eu parfois de bonnes idées, ont présenté des choses qui ont été votées à l'unanimité, mais n'ont pas eu le courage de le mettre en place. Ou alors des portiques sur le route, par exemple. Les portiques qui ont été démantelés, il faudra les réinstaller? Non, certainement pas. Comment ça va se faire concrètement? Il y a d'autres technologies moins coûteuses. Autant d'argent. Ces portiques ont coûté effectivement beaucoup d'argent à être installés et coûtent beaucoup d'argent à être désinstallés. Une question d'actualité. On a commencé à aborder là les concessions d'autoroutes, le prix évidemment dont le particulier, vous, nous tous, payons les autoroutes. Et cette semaine donc a été lancée l'enquête publique pour l'élargissement de l'autoroute entre Toulouse et Narbonne, axe majeur de la région, un chantier essentiel. Mais alors là aussi, pourquoi est-ce encore si long, messieurs, puisque ces autoroutes sont financées par ceux qui les empruntent? Gérard Onesta. C'était une des priorités de Carole Delga, l'élargissement de cette autoroute. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on appelle l'argent public pour faire ces infrastructures, et quand vous payez ensuite au péage, ça ne retombe pas dans la poche.
du public. Ça finit dans la poche de concessionnaires privés qui se sont bien sucrés depuis des années quand on leur a donné cette vache à lait qu'ils traient allègrement tous les matins. Donc très certainement, il faudra peut-être courageusement, là aussi, monsieur le député, monsieur le sénateur, réinterroger ces concessions et pour que le réseau autoroutier revienne dans le giron public et que justement, on ne soit pas simplement appelé pour payer, mais également appelé pour recevoir. Monsieur le Président du Conseil régional, je vous rappelle du bureau de l'Assemblée. Pas encore. Je vous rappelle quand même que c'est François Bayrou, président du MoDem, qui a été le seul homme politique à s'opposer à la privatisation des autoroutes. Absolument. Et donc effectivement, vous allez nous trouver avec vous, si vous souhaitez, que nous les et vous êtes prêt à faire le siège de Bercy éventuellement pour faire entendre votre voix? Vous savez que Bercy est un grand bâtiment. Pareil, on peut le prendre de manière fluviale. On peut le prendre de manière fluviale, effectivement. Cette question de la concession autoroutière, finalement, et du contribuable qui paie 2 fois, Raymond Vall. De toute façon, c'est vraiment scandaleux. Je partage ce qui a été dit. Et si nous remettons une écotaxe en place, eh bien, de toute façon, on évitera ce traficotage de ces circuits de poids lourds qui évitent les péages d'autoroute pour venir sacrifier les routes nationales qui n'en peuvent plus. Donc, quelque part, cette écotaxe va réguler et permettre de faire rentrer plus d'argent dans les caisses et de pouvoir apporter une réponse sur le plan national à cette injustice des contributions des territoires ruraux qui n'ont aucun moyen de pouvoir faire face à ces infrastructures. Je profite de ce sujet pour vous dire que les péages peuvent de toute façon être réinterrogés. J'ai moi-même mis le sujet. J'ai mis le sujet sur la table avec Elisabeth Borne concernant le petit péage de l'Union et un sujet qui était soi-disant mort et enterré. En fait, il revit. Mais ça, c'est pas le petit poussé face au monstre Vinci. C'est peut-être le petit poussé face au monstre Vinci, mais la ministre a demandé au préfet de mettre en place une table ronde pour étudier les solutions. Dans la fable, c'est poussé qui gagne. Tout à fait. À David retenir. Parfois contre Goliath. Alors on en devient tellement suspicieux finalement par rapport à ces autoroutes. On a tous ici finalement retenu la leçon à tel point qu'on n'en crée plus et que certains en attendent. C'est le cas par exemple du projet dans notre région de la liaison Castres-Toulouse. Qu'est-ce qu'on fait là? On en est où et est-ce qu'on développe cet axe ou pas, Jean-Luc Laglaise? Je pense que Castres doit être désenclavé. Castres, Mazamet et tout ce bassin doit être totalement désenclavé. On parlait tout à l'heure de Auch. Pour Castres, c'est exactement pareil. Albi est désenclavé, mais pas Castres. Donc il y a besoin absolument d'une alternative rapide en deux fois de voie. Il y a besoin d'une alternative rapide en deux fois de voie pour aller jusqu'à Castres. Aujourd'hui, le projet qui apparemment fait le plus de consensus ou le moins d'opposition, c'est cette autoroute. Donc, si c'est cette autoroute... Ça fait les gros yeux. Il est terné d'origine, il fait les gros yeux. En tout cas, c'est quelque chose qui ne démarrerait qu'à partir de 2020. Et la déclaration d'utilité publique va être prise d'ici 6 mois par le gouvernement. Elle sera prise en juillet. Et elle sera attaquée aussitôt en Conseil d'État parce que le rapport d'enquête publique est absolument indigent. Il trafique complètement les chiffres de fréquentation. On nous annonce 75% des gens vont prendre cette autoroute qui sera payante. Bien évidemment, c'est le privé qui va toucher le pognon, alors que ça va coûter 17 € aller-retour, 40 à 50 € pour un camion. Vous comprenez bien que les gens ne vont pas payer 17 € pour être 10 minutes plus tôt dans l'embouteillage toulousain. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'elle est très accidentogène, cette route actuelle. Eh bien, il y a une alternative qui est portée par un collectif, qui est portée par des associations environnementales et qui dit on peut réaménager l'existant. La RN 124, la RN 126, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Effectivement, on mettra 10 minutes de plus pour arriver à Toulouse, pour être bloqué. On évitera au passage le péage de l'Union qui sera dans ce cadre-là beaucoup moins saturé. Il aura peut-être disparu d'ici là. Et au passage, on n'aura pas appelé ce que s'appelle la subvention d'équilibre. Parce qu'on oublie toujours de dire que ces autoroutes sont payées une fois de plus par vous, chers amis, à travers vos impôts. Le privé dit, mais pour équilibrer tout ça, nous avons besoin de centaines de millions d'euros. Et ce tour de table n'est absolument pas bouclé. Ce dossier est indigent. Il ne passera pas si on continue dans cette solution-là. Il faut une solution alternative. Il ne serait pas trop tôt de commencer à y travailler. Non, en fait, on revient toujours à ce sujet de cette écotaxe parce qu'on a un autre exemple. C'est Pau-Langon, qui est vraiment en sous-utilisation. Et c'est effectivement le citoyen qui paie. Et on nous avait annoncé absolument indispensable. Mais
tant qu'on ne taxera pas les routes nationales pour ce transport, on aura ce genre d'exemple. Effectivement, on crée une autoroute et puis évidemment, il ne fonctionne pas parce qu'évidemment, les transporteurs européens et français... Mais là, je veux faire l'avocat des camionneurs. Est-ce que ça ne va pas plomber des entreprises qui ont déjà une forte affaire avec la concurrence internationale? Ça ne va pas plomber nos camionneurs? Faire n'importe quoi et ne rien faire, il y a une marge, Laurent. Mais c'est pas vrai. Ça ne les tombera pas, puisque la concurrence internationale aura également la même quota. Mais bien sûr, mais les transports internationaux, ils payent aujourd'hui. Il n'y a qu'en France où ils ne payent pas quand ils traversent l'Europe. Il n'y a qu'en France qu'ils ne paient pas. Et puis, on en arrive à des solutions extrêmes. Par exemple, dans le Gers, après Auch, il y a une vie. De Auch à Mont-de-Marsan, la 124, elle passe par une ville qui s'appelle Nogaro. On est à la veille de voir un arrêté municipal couvert par la préfète et par la ministre pour interdire les poids lourds. Ils vont être obligés de passer où ? Si on continue comme ça, donc on ne peut pas continuer. C'est le cas de dire, on va arriver dans l'impasse. Oui, on va arriver dans l'impasse, mais surtout, quand on dit on va handicaper les entreprises, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est effectivement un handicap parce que les infrastructures ne sont pas utilisées alors qu'elles sont faites, et éventuellement, on pourrait réguler ce transport à condition qu'on le fasse passer là où c'est prévu de le faire passer. Je ne sais pas si vous avez traversé Nogaro, mais c'est inhumain ce qui se passe dans cette ville. Pour tourner en rond, mais ce n'est pas utile pour les camions. D'ailleurs, les camions n'ont rien à faire en ville. Et peut-être... être très cruel, ils n'ont pas grand-chose à faire sur nos routes. Connais des camionnettes. On est loin quand même. On parle du développement du fret. Non, mais connais des camionnettes pour faire les derniers dizaines de kilomètres pour faire du dispatching. Et le résultat, c'est... D'accord avec Gérard Walessa, c'est que si on veut remettre le fret, il faut absolument libérer les sillons que le TGV va libérer. Donc l'avenir du camion, c'est le rail. On ne peut pas faire autrement que de mettre le transport sur la voie ferrée. Est-ce que c'est, pour conclure, un des chantiers prioritaires pour vous, là, les transports à l'Assemblée nationale, notamment? Absolument. Les transports sont un chantier prioritaire en France et plus particulièrement dans notre agglomération ou notre région. C'est un sujet sur lequel j'interroge la ministre très fréquemment. Peut-être. Et on y reviendra. Et vous y reviendrez, oui. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir accepté de débattre. Un débat qui se poursuit sur notre blog. Vous le connaissez, le blog politique. La semaine prochaine, on revient sur les violences urbaines qui ont frappé le quartier du Mirail à Toulouse. Quelle politique de la ville pour ces quartiers? Où en est le plan banlieue promis par le gouvernement? Vous en débattrez, Laurent, dans notre prochain numéro. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3 Midi Pyrénées.